merci de m'avoir invité à participer à ce forum. Donc je suis chercheur en écologie marine à l'Université de Polynésie française. Je travaille depuis une vingtaine d'années sur les interactions entre l'aquaculture de bivalves, dont aujourd'hui l'huître perlière, mais avant l'huître creuse, et l'environnement. Juste 2 minutes pour dire que effectivement, je dirige un laboratoire de recherche qui a été créé en 2012 et qui rassemble en fait les équipes de l'université, de l'IFREMER, de l'Institut de recherche pour le développement et des chercheurs de l'ILM, l'Institut Louis Malardé. Donc on est vraiment tous réunis autour d'objectifs communs et de projets, notamment de projets en appui de la perliculture. Mon intervention d'aujourd'hui, en fait, elle vise vraiment à présenter succinctement une partie de nos travaux de recherche, à la fois des travaux qui sont menés par les équipes de l'université, mais plus largement, je vais parler du laboratoire, c'est plus simple. Et l'idée ici centrale, c'est que, effectivement, comme je l'ai mis ici, c'est que la qualité des productions est extrêmement dépendante de la qualité de l'environnement. Un bon environnement permettra des bonnes productions et inversement. Donc vraiment l'idée c'est de voir donc un petit schéma juste simple qui montre que en fait la perliculture elle va concerner effectivement les interactions vont concerner l'environnement marin quand on va parler du phare et grève, quand on va parler des lignes de collectage, de stations, etc. Mais également l'environnement terrestre, c'est-à-dire que la perliculture elle va être en interaction avec ces deux volets. C'est donc une activité qui est menée donc à la fois dans les lagons, mais qui va concerner la terre. La perliculture est une activité qui va agir sur l'environnement. C'est pour ça que je parle d'interaction, c'est-à-dire c'est vraiment la perliculture va agir sur l'environnement et l'environnement va aussi agir sur la perliculture. Et il ne faut jamais perdre de vue ces deux composantes en fait du système. Et notamment quand on va parler des interactions directes, j'aime bien mettre ce type de schéma qui montre une boucle pour bien montrer qu'en fait, finalement, il y a un recyclage important de la matière et qu'aujourd'hui, la perliculture dans les lagons, elle est possible grâce à la productivité des lagons. C'est-à-dire que c'est vraiment un système fermé. L'océan est très pauvre, on le sait. C'est un système qui est très productif, c'est-à-dire l'huître perlière va prélever des choses, mais elle va aussi apporter des choses qui vont permettre cette productivité. Et c'est un équilibre. Et cet équilibre-là, évidemment, il est très sensible, très fragile. Donc nous, on travaille vraiment sur ces aspects-là en essayant de quantifier, de mesurer en fait les échanges et de vérifier que tout se passe bien. Donc on peut travailler à la fois sur les types de nourriture de la nacre, sur les types de rejets, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, vraiment l'énergie, elle est vraiment liée à un fonctionnement interne complexe, mais productif, mais fragile. On a également, donc ces interactions, on peut les voir aussi à d'autres niveaux. Ici, on voit, on en a parlé, enfin Cédric Lowe en a parlé hier par rapport au collectage. Vous savez tous très bien que le collectage, il va être très dépendant de l'environnement, d'un point de vue de la circulation des courants, de la température, etc., de la nourriture, de la mortalité des larves. Enfin, il y a plein de paramètres qui vont faire qu'une année, le collectage va être meilleur, ou pas. Et puis bien sûr ça va aussi jouer, puisque c'est les courants marins qui vont conduire cette circulation, sur les zones de collectage. Il y a des zones qui collectent mieux une année qu'une autre. Et donc il y a beaucoup de travaux qui sont notamment menés par les personnes de l'IFREMER historiquement et aussi de l'Institut de recherche pour le développement sur ces questions, bien sûr en partenariat avec la DRMM, vers un fameux outil de collectage, de prévision du collectage qui est un petit peu l'objectif qui est recherché par tout le monde. Alors, bien entendu, en fait, on va avoir également l'environnement, l'interaction environnement, elle va se traduire aussi au niveau de la croissance, de la reproduction, de la biominéralisation, donc on en a parlé un petit peu juste avant. Bran en a parlé en disant qu'effectivement l'acidification pouvait modifier ces paramètres-là, c'est vrai. Il y a également la température, la nourriture également. Donc on est vraiment dans des systèmes, je dirais,
qui vont interagir. Alors, bien sûr, bon, le collectage est déterminé par l'environnement, mais les pratiques de collectage peuvent aussi avoir une influence sur l'environnement. Hein. Il y a certains lagons actuellement qui subissent des effets indirects de pratiques de collectage qui ont extrêmement évolué, c'est-à-dire on ne sort plus les collecteurs, on les laisse des années, des mois et des mois, voire des années. Donc ça va modifier aussi le système très fortement. Très fortement, pardon, oui, vous m'entendez pas bien. Excuse-moi. Donc ça, sur le collectage, c'est vraiment important, hein, et sur toutes ces interactions, on va toujours avoir les deux sens, l'interaction l'effet de l'environnement sur la perliculture et l'effet de la perliculture sur l'environnement. On peut toujours dans les interactions directes, donc là c'est un autre exemple qui est basé sur tout ce qu'on appelle les biosalissures ou biofouling, qui sont en fait des communautés qui vont se fixer sur les nacres. Et effectivement, on travaille sur ces communautés parce qu'elles ont un intérêt important dans le fonctionnement global de l'écosystème. On a parfois des interactions complémentaires de celles des nacres, pas forcément de compétition trophique, et il s'avère que, effectivement, certaines pratiques de nettoyage peuvent s'avérer très très dommageables pour l'environnement. Certains l'ont vécu avec la prolifération des anémones, mais il n'y a pas que des anémones. On a énormément d'espèces qui sont fixées sur les nacres ou sur les kangourous. Comme par exemple, ici, vous avez dans la petite photo de droite une image d'une salissure blanche, hein, je ne sais pas le nom qui est donné, mais nous, c'est une ascidie et c'est une espèce qui est une espèce envahissante. Hein. Aujourd'hui, en Polynésie, elle ne se développe pas du tout, mais qu'en sera-t-il demain? Donc c'est vraiment des choses, il ne faut pas que le remède se révèle plus dangereux que le mal. Et donc vraiment, nos travaux, ils visent vraiment à apporter des éléments de compréhension, hein, des informations pour dire, ben voilà, sur tel et tel cas de figure, on peut peut-être par exemple des fois réduire les fréquences de nettoyage. On peut également faire attention aux techniques qui sont utilisées. Hein. Et puis bien sûr, comme l'a évoqué Cédric, il y a aussi d'autres pratiques. Hein. Certains perliculteurs maintenant utilisent des poissons pour, à certaines étapes, faire le nettoyage des nacres, un nettoyage très écologique. Bon, ça représente un certain nombre de contraintes parfois, mais ça peut être aussi des solutions. Donc nous, on est vraiment dans la recherche d'informations, la connaissance, et ensuite cette connaissance, on veut la partager et on la teste en fait avec vous. Dernier grand type d'interaction en fait de ce type en tout cas, c'est que les interactions qu'on appelle indirectes. Alors pourquoi j'ai choisi de vous présenter cet exemple? Parce que ça va parler à certains d'entre vous, j'en suis sûre. Donc vous vous rappelez, hein, le schéma de tout à l'heure, c'est une boucle. Donc effectivement, on peut rester centré sur les nacres, mais il faut aussi s'intéresser à ce qui se passe au fond. Hein, et puisque dans le schéma... Alors comment ça marche là? J'appuie juste là en fait. Dans ce schéma, en fait, ici, en fait, on a un fonctionnement, je ne vais pas détailler, hein, je pourrais le faire pour ceux que ça intéresse. On a un schéma de fonctionnement normal avec un sédiment bien oxygéné, etc. Et dans certains cas, en fait, on a un dysfonctionnement, une diminution d'oxygène, etc. Donc ici, je vous ai mis une image d'une lagune. C'est pas un lagon, il fait moins chaud, il fait beaucoup plus froid l'hiver, la température tombe à 3 degrés, où j'ai beaucoup travaillé, qui s'appelle l'étang de Thau, qui est une lagune qui est dans le sud de la France et qui fait 10% de la production nationale française d'huîtres creuses. Et dans ce système, on observe en fait, c'est ce que nous on appelle des crises dystrophiques, et que finalement, dans les travaux que j'ai pu mener en Polynésie, je crois que le nom qui correspondrait le mieux, c'est Vetia, qui est un phénomène de crise dystrophique qui s'est produit il y a quelques années, enfin à Takaroa, où j'ai pu me rendre. Donc c'est pour dire qu'on travaille sur ces questions-là et on essaye de comprendre en fait, de façon humble, hein, parce que c'est complexe, le fonctionnement des écosystèmes pour ensuite apporter des éléments à la profession. Dernier aspect qui n'est pas des moindres, c'est qui concerne en fait le devenir du matériel utilisé. Alors c'est une vraie question, j'ai envie de dire. C'est un travail qu'on mène dans le cadre d'un programme international, hein, le programme Rescue, qui est on est basé actuellement sur le site des Gambiers à Mangareva, et on a travaillé avec
ensemble de perliculteurs pour essayer de faire une évaluation des quantités de matériel utilisé pour les différentes étapes de production et puis ensuite comprendre le devenir de ce matériel usagé. L'objectif étant un plan de gestion de ce matériel. Donc là, vraiment, l'idée, c'était de comprendre pour essayer de quantifier et pour inscrire finalement un système de, on a parlé tout à l'heure de producteurs responsables, on a parlé de labellisation, de certification, on va en parler après, juste après. C'est vraiment notre objectif ici, c'était vraiment d'essayer de travailler pour comprendre et d'essayer de proposer des solutions puisque c'est un problème concret auquel l'ensemble des perliculteurs, et pas seulement ceux des Gambiers, est confronté. C'est vrai que notre objectif, c'est vraiment ici, c'est de s'inscrire et d'inscrire tous ces travaux dans le cadre d'une démarche, alors on peut l'appeler démarche qualité, mais des fois ça ne parle pas assez, une démarche de certification. Madame la directrice de la direction des ressources marines et minières en a parlé hier sur l'aspect certification et importance d'une certification, donc une vision très positive par rapport au contrôle qui ne serait plus obligatoire. Et ici, nous, on est plutôt sur un complément, en fait, de cette approche-là. Sur le nucléus, on aurait pu dire la même chose tout à l'heure, c'est-à-dire que des nucléus marqués, c'est dans un objectif de certification. Et ici, on serait plutôt dans un objectif avec une certification éco-responsable. On a travaillé, on a fait pas mal de réunions avec les perliculteurs pour essayer d'identifier avec eux déjà les premiers grands axes d'une éco-certification. Alors, c'est une expérience qui est réalisée au Gambier, donc effectivement l'origine géographique est un élément qui est ressorti très fort dans les discussions. Également, justement, toutes les pratiques, pouvoir valoriser finalement des pratiques plus responsables, des pratiques avec un recyclage des déchets, par exemple. Et bien sûr, tout ça en résonance avec une certification sur la qualité du lagon et bien sûr la qualité des productions. Donc là, on serait vraiment dans un système, enfin, notre contribution pourrait être dans ce cadre-là d'essayer de travailler à vos côtés pour aller vers une démarche éco-responsable pour la perliculture. Donc pour terminer mon intervention, donc nous on s'inscrit résolument, enfin l'ensemble du laboratoire dans l'accompagnement de la profession, en tout cas pour ce qui est de la perliculture. On a également, on met un vrai point d'honneur, j'ai envie de dire, à essayer de vraiment faire une restitution des résultats de la recherche. Donc mon prédécesseur, le professeur Marcel Le Pennec, avait réalisé il y a quelques années un bel ouvrage de synthèse de la perliculture, qui est disponible pour ceux qui le souhaitent au niveau de l'université. Et tout récemment, en fait, donc je viens de finaliser un guide de l'exploitation de l'huître perlière en Polynésie française, qui est un document synthétique qui est construit autour de fiches qui résument en fait les résultats d'un programme de recherche qui s'appelle le programme Polyperle dont a parlé Cédric hier, et qui vise vraiment à donner l'information. Enfin, je pense que, moi, dans toutes les enquêtes que j'ai faites, dans tous les échanges que j'ai pu avoir sur les différents archipels et dans les différentes îles, l'ensemble des perliculteurs me disaient toujours, on n'a pas de retour et on n'a pas l'information, et je pense que c'est vraiment important, et ça fait partie de notre travail, de restituer l'information sous un format adapté. Donc on s'inscrit complètement dans ce qu'a dit Cédric hier. Donc le document a été publié, il est disponible sur demande, il est vraiment destiné aux perliculteurs. Donc toujours, alors après on est dans les perspectives, donc il y a à la fois des actions qui sont déjà financées, comme par exemple, ou qui vont l'être, comme la convention calissante, dont parlera peut-être Angélique tout à l'heure, sur la capacité de soutien des milieux de production. Là vraiment on va s'intéresser nous à l'écosystème, au fonctionnement et savoir est-ce qu'il peut soutenir les productions qui sont en augmentation et en forte augmentation dans certains atolls. En tout cas, c'est ce que nous avons observé. Il y a également des aspects indicateurs de vulnérabilité. Et là, c'est des projets que nous sommes en train de monter et dans le cadre de
partenariats internationaux. Et enfin, il y a deux aspects qui me semblent vraiment importants à mener et pour lesquels on recherche activement des financements. C'est la démarche qualité vers cette éco-certification que je pense qu'il faut mettre en place pour distinguer en fait les productions de Tahiti des autres. Et puis également explorer la piste des biomatériaux. Aujourd'hui, la perliculture est submergée par le plastique. Le plastique est utilisé à toutes les étapes de production en quantité phénoménale. Demain, après-demain, dans 100 ans, le plastique il sera toujours là. Pas nous, mais nos enfants, nos petits-enfants. Et je pense que il est vraiment urgent d'essayer d'explorer, alors peut-être avec succès, peut-être pas, mais au moins explorer ces pistes de travail. Donc on a commencé à explorer avec une société en Nouvelle-Zélande. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore les financements pour ces collaborations, mais c'est vraiment des choses, je pense, où la profession doit s'engager. Voilà, je vous remercie.